Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bon, alors, Mitsu, merci de coup de nous autoriser cette interview avec toi, du coup, Merci pour cette à toi convention. de m'inviter, surtout, ça me fait extrêmement plaisir, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, voilà, du coup, rapidement, alors bon, en question, j'en ai d'autres qui viennent après, donc après, voilà, bon, Ok. je vais pas te demander ton âge ni quoi que ce soit, attention, on n'est pas en train de faire un CV. Hein. 33 ans, voilà, on s'est dit. Ah, t'as un an de plus que moi seulement? Sérieux? Mais ouais, Eh bien, putain, j'ai 32. Ok, 92 du coup toi, Ouais. 91. Du coup, je m'appelle Mitsugi, Mitsu. Alors, il faut savoir que j'ai grandi en France, mais je suis parti vivre au Japon quand j'avais 19 ans. J'ai toujours aimé le Japon depuis tout petit. Il y a plein d'aspects qui m'ont amené au final à avoir envie d'essayer d'y habiter. Et j'ai eu la chance de pouvoir partir vivre là-bas quand j'avais 19 ans. Et ensuite, j'ai développé un petit peu tout mon parcours là-bas. C'est-à-dire que j'ai eu. À la base, je voulais faire de la musique. Ouais. Donc, je suis parti vraiment en tant que musicien avec une guitare sur les épaules et quelques sous en poche, pas grand-chose. Mais par la suite, en fait, le fait de vouloir aller dans la musique, ça m'a permis de commencer à bosser un peu dans les médias. Donc j'ai commencé à faire des petites publicités, à être dans quelques magazines, en tant que modèle, ce genre de choses. Et ça m'a amené tout doucement vers la télévision, où j'ai commencé à participer à des émissions, à être chroniqueur dans des émissions. Et j'ai vraiment, en fait, c'est vraiment devenu un travail à part entière. Et il faut savoir que ça, je l'ai fait en faisant au début plein d'autres boulots, parce que au tout départ, ça ne me rapportait pas suffisamment d'argent. Mais c'est à partir de 2017 que c'est vraiment devenu mon métier qui me rapportait le plus, et donc mon métier à part entière. Jusqu'à 2020, où il y a eu le Covid, où malheureusement tout ce qui est tournage, tout ça, pour des raisons sanitaires, ça s'est un peu arrêté. Et c'est durant le Covid que j'ai rencontré Louis et Tev qui m'ont gentiment dit qu'il fallait que je fasse une chaîne YouTube. Et donc voilà, là ça fait 4 ans maintenant que les gens me connaissent surtout pour cette chaîne YouTube sur laquelle je raconte un petit peu toutes les histoires que j'ai vécues au Japon, grâce auxquelles j'essaye un petit peu de vulgariser, d'expliquer un peu le Japon comme je le vois, comme je le ressens, à travers les yeux de quelqu'un qui y vit depuis longtemps et qui le voit un petit peu tous les jours. Voilà. Tu vois, tu as répondu déjà quasiment à toutes mes questions, je crois. Hein. Non, mais après, pourquoi tu es au Japon? Tu m'as déjà répondu, c'est parce que tu aimais ça. Ouais, mais c'est rigolo parce que moi, on me pose souvent cette question, on a envie de savoir pourquoi tu aimes le Japon. Et c'est dur en fait d'y répondre parce que moi j'en ai pas le souvenir. J'ai pas le souvenir du point A, le truc où je me suis dit le Japon c'est trop bien. C'est que moi j'ai le souvenir de moi qui a toujours aimé le Japon. Et donc forcément, c'est qui s'y connaît le plus là-dessus, c'est ma mère. Parce qu'elle a le souvenir du tout petit moi. Et elle m'a dit, mais dès mon plus jeune âge, elle m'avait acheté une Game Boy, une NES à l'époque, enfin Super Nintendo. Et déjà, quand j'ai compris que ça venait du Japon, j'étais en mode, mais c'est génial, les Japonais sont trop forts. Et à partir de là, moi, j'ai commencé à lire énormément de livres. J'ai eu la chance d'avoir une maman qui m'a appris à lire, à compter très tôt. Donc à 3-4 ans, je savais lire, écrire, compter. Donc j'ai eu de la chance et donc j'ai toujours été entouré de bouquins depuis mon enfance. Et la plupart des bouquins que je préférais lire, c'est tout ce qui entourait l'Asie et en particulier le Japon. Donc j'ai vraiment été passionné vraiment du Japon. Et ce qui m'a vraiment plongé totalement dedans, où je me suis dit, il n'y a plus de retour en arrière, c'est quand j'avais à peu près 10 ans que j'ai découvert la musique japonaise. Et là, je me suis engouffré dedans. Et c'est comme ça qu'après, j'ai commencé à apprendre le japonais à 10 ans parce que je voulais être capable d'écrire des paroles en japonais, de comprendre ce que mes chanteurs préférés chantaient. Et j'ai eu un petit groupe en France dans lequel je chantais en japonais aussi. Et après, je me suis dit à 19 ans, allez, c'est bon, maintenant, quitte à chanter en japonais, autant le faire au Japon. Et je suis parti là-bas. Ouais. Et du coup, tu as lancé après, tu as eu un groupe au Japon? J'en ai eu plusieurs. Ouais. J'ai eu un premier groupe que personne ne connaît qui s'appelait Relic Sound. Pourquoi Relic? Parce qu'à l'envers ça fait Killer. Voilà, c'était le son qui tue. En gros, on disait on a un son qui tue, Killer Sound, Relic Sound. En gros, c'est pas, C'est voilà. pas mal, hein, c'est bien pensé. Faut le dire. Mais du coup, on avait ça. C'était un petit groupe de plus punk à l'époque. On a eu ça pendant 1 an à peu près. Et puis ça n'a pas trop duré au final. Après, je me suis mis au final à faire de la musique plus tout seul. Donc j'ai eu un début de carrière solo, grâce à laquelle j'ai réussi à signer quand même un contrat dans une maison de disques. Mais au final, ça n'a pas débouché parce que j'ai eu des galeries de visa derrière qui ont fait que voilà. Donc au final, malheureusement, j'ai rien tiré de ce premier contrat que j'ai signé. Et ensuite, j'ai refait un groupe qui s'appelait Anti-Philo Superstar, que certaines personnes connaissent parce que c'était après que je sois venu à Clermont-Ferrand et que j'ai fait des concerts. Ouais. Donc il y a des gens qui ont suivi à ce moment-là un petit peu Ton évolution. mon évolution et donc ils ont vu que j'avais fait un nouveau groupe. Donc j'avais quand même une petite base de gens qui me suivaient. Et le groupe, malheureusement, je l'ai arrêté au bout de 2 ans à peu près et j'ai relancé une carrière solo par la suite. Bon, entre-temps, j'ai fait de la musique avec un pote et tout. Enfin, j'ai eu plein de groupes de manière générale. Ouais, t'as fait Mais voilà, j'ai toujours fait de la musique. C'est toujours quelque chose qui m'a fait vibrer et qui m'a permis aussi de me relever dans les moments où ça a été difficile pour moi et j'en ai eu. Et là, ça fait malheureusement 4 ans que YouTube me prend tellement de temps que j'ai pas eu le temps de me remettre à la musique. Mais et ce
tatouage en est la preuve. J'allais venir. Hein. Ce tatouage, la signification qu'il a pour moi, il y en a beaucoup. Ça vient d'un groupe qui s'appelle Bring Me the Horizon, donc c'est un groupe britannique dans lequel je me reconnais énormément. Et il y a beaucoup de symbolique qui me parlent beaucoup dans le groupe, dans le chanteur en lui-même, dans toutes les choses qu'il évoque dans leurs chansons. Et donc en gros, ça c'est un signe qui me permet de me dire c'est pas grave, ça va aller. C'est vraiment le symbole de cette musique qui m'a fait du bien. Et c'est aussi le symbole de me dire mec, il est temps de refaire de la musique. Voilà. Ouais, au final, ça t'a été ton petit boost quoi, en fait, qui a fait que derrière, C'est ça. c'est un leitmotiv. Quoi. C'est ça. Ensuite, bah, là, du coup, donc, on a parlé de ton côté musique. Ouais. Tu as un côté vidéo maintenant, du coup, bah, tu fais sur YouTube. Hein. Ouais. Tu nous partages ton quotidien. Et comment t'en es venu en fait à vouloir partager ton quotidien? Bon, tu nous as dit que c'était Tev, après voilà, avec Louis San, mais tu as peut-être aussi de ton côté, tu avais envie de partager aussi d'un côté avec tout le monde, hormis en dehors de la musique, je veux dire. YouTube en soi, j'ai beaucoup réfléchi. Hein. J'ai beaucoup réfléchi à plusieurs reprises parce que j'adore la vidéo de base. J'adore la vidéo, j'adore le cinéma et la création vidéo, j'adore ça. Moi, à la base, il faut comprendre que ce qui m'a lancé dans la création vidéo, c'est le petit groupe que j'avais avec mon beau-frère japonais, du coup, que les gens connaissent. C'est Neki, le mec avec les cheveux longs dans les vidéos de Louis, c'est mon bof. Ce qui est rigolo, d'ailleurs, je rebondis dessus, je le dis quelques fois parce que je trouve ça trop rigolo. Souvent, quand ils apparaissent sur ma chaîne, les gens disent ah, c'est rigolo, les copains de Louis, ils sont sur ta chaîne. C'est mes potes à moi que j'ai présenté à Louis à la base. Hein. Je les connais depuis plus de 10 ans, moi, ces gars-là. Hein. Donc, c'est Louis qui avait besoin de japonais à la base pour faire la vidéo. On fait écouter de la musique au japonais et je lui ai présenté mes potes. Et depuis, c'est devenu les japonais récurrents de sa chaîne. Mais c'est pour ça, c'est assez rigolo quand les gens me disent ah, tu les connais aussi? Je dis, bah oui, oui, je connais même très bien. Mais du coup, ouais, voilà, j'avais ce petit groupe qui s'appelait NMI, donc NMY. C'est Neki, Mitsugi. Et le I, c'est le I espagnol pour dire et, parce que le principe de ce groupe, c'était chaque chanson, c'est un featuring avec quelqu'un. D'accord. Et du coup, on a fait une première chanson qui était un featuring avec Nana Hattori, qui est une amie qui est chanteuse, qui travaille beaucoup avec Hyde de l'Arc-en-Ciel, par exemple, etc. Ok. Ensuite, on a fait un autre featuring avec un pote à nous qui s'appelle Josiah, qui est très dans tout ce qui est un peu plus metalcore, tout ça, mais qui a une voix très semblable à la voix de Chester Bennington, par exemple, de Linkin Park et tout. D'accord. Donc, on a fait un feat avec. Et malheureusement, on n'a pas ressorti de son après. On avait une dizaine de sons, mais le temps a fait qu'on ne s'est jamais remis dessus. Mais par contre, quand on a fait ce groupe-là, on s'est dit, il serait bien qu'on ait un clip quand même. Sauf que ça coûte une couille de faire un clip. Enfin, ça coûtait en tout cas plus qu'aujourd'hui. Et comme moi, j'aimais bien la vidéo de base, j'avais jamais ouvert un Final Cut ou quoi. Hein. Mais je me suis dit, tu sais quoi, on va le faire nous-mêmes le clip. Et du coup, j'ai juste acheté un stabilisateur comme celui-là, le premier DJI Osmo qui est sorti. Je me suis acheté ça, j'ai mis mon iPhone 7 à l'époque dessus et on a tourné un clip. Et le clip était incroyable, très bien stabilisé, merci DJI. Ouais. Petit placement au passage. Voilà. On est là, coucou. Voilà. Mais non, le clip était cool et du coup, je me suis mis Final Cut et je me suis mis à monter. On a fait un deuxième clip. À partir de là, j'ai des potes qui ont vu mes clips et qui ont dit putain mec, c'est cool. Tu veux pas faire des vidéos pour ma marque de vêtements, des trucs comme ça? Je dis bah vas-y, let's go, j'adore ça. Donc j'ai commencé à faire des petites vidéos, des publicités pour des potes, des clips pour d'autres groupes de musique et tout. Donc juste ce qui était une petite passion à la base, c'est devenu pas un boulot, mais un hobby qui me prenait un peu de temps quand même à côté. Et donc quand je suis arrivé en 2020, Covid, mon métier s'arrête, j'ai du temps à perdre, je sais pas quoi faire, je me suis dit, bah vas-y, fais des vidéos sur ta chaîne musicale. Donc au début, je faisais juste des covers, des trucs comme ça. Et c'est là que j'ai rencontré Louis, totalement par hasard, les gens connaissent l'histoire. Et Louis, à la base, moi, je devais juste prendre des photos pour lui. Et quand on a discuté, il m'a dit, putain, mais mec, tu sais faire de la vidéo, tu sais monter, tu parles couramment japonais, tu connais plein de gens. Il m'a dit, mais on ne peut pas ne pas bosser ensemble, en fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec Louis, puis Tev. Et c'était super cool, parce que moi, c'est la première fois que je faisais un vrai premier pas dans le YouTube réel. Jusqu'à maintenant, j'avais été clipper, j'avais fait mais rien qui ressemble à du YouTube. Ouais. Donc quand Louis m'a donné sa première vidéo à tourner, à monter, moi je découvrais un monde que je connaissais en tant que viewer, mais jamais en tant qu'insider. Et donc j'ai un peu appris avec les grands, parce que j'ai monté la vidéo et Louis tout de suite il m'a corrigé. Il m'a dit tu vois là par exemple, tu peux laisser moins d'espace ici et là, tu peux mettre plus de rythme en faisant ça, ça, ça. Et donc j'ai vraiment appris sur le terrain directement à monter des vidéos YouTube. J'ai fait ça pendant 6 mois. Et à la fin, Louis m'a dit, mais mec, t'as une caméra. Donc j'avais un GH5 déjà. Il m'a dit, t'as un très bon micro, t'as des histoires à raconter parce que t'as vécu 15 000 vies depuis que t'es au Japon. En plus de ça, tu fais de la télé, donc tu sais parler à une caméra, tu sais monter, tu sais étalonner. Il m'a dit, mais pourquoi t'as pas ta propre chaîne? C'est con en fait. J'en suis arrivé là, j'étais en mode, en vrai, pourquoi pas? Mais déjà, de un, j'avais peur du public français. Ouais.
T'as peur Vraiment, d'être mal accueilli? Ouais, j'avais peur de ça. En fait, D'accord. j'ai toujours eu peur de comment les gens allaient me percevoir. Genre le jeune emo, fan de musique japonaise qui part vivre au Japon. Je savais pas comment les gens allaient accueillir un personnage comme le mien et j'avais vraiment peur de ça Mhm. parce que je l'ai pas très bien vécu quand je vivais en France, quand j'étais plus jeune en fait. Donc j'ai vraiment gardé un peu ce trauma de les gens n'aiment pas forcément les personnages comme le mien, alors qu'au Japon j'ai plutôt été accepté. Donc j'avais peur de ça. Et la deuxième chose, c'était il y a tellement de youtubeurs. Il y a Ichiban Japan, Japania, Pandaman à l'époque, Lucas Oui. TV, Tev et Louis, Papsan, Zoé fait des vidéos. Ouais. Et je disais, mais tout le monde a déjà pris son petit camembert du Japon en fait. C'est que le côté sociétal, c'était Louis et Tev. Le côté bouffe, c'était plutôt, comment il s'appelle, Pandaman à l'époque, en tout cas. Le côté un peu plus micro-trottoir, c'était Japania. Le geek aussi, un peu manga, tout ça, t'avais Lucas TV. Exactement. Et puis après, tout ce qui était voyage et tout, c'était Ichiban Japan. Je me dis, mais moi, j'ai rien à faire là-dedans. Tout est déjà pris. Qu'est-ce que je peux apporter? Et c'est en discutant avec Louis qui m'a dit, mais mec, il n'y en a aucun qui est modèle. Personne n'a parlé du milieu du modeling. Et je suis en mode, ah, c'est pas con. Il fait, toi, tu as été host. Il fait, nous, on a discuté du métier de host, mais toi, tu l'as vécu. Il faut que tu racontes ça. Et c'est vraiment en discutant comme ça, je me suis dit, putain, en fait, tout ce qui pour moi, jusqu'à ce jour-là, n'était que mon vécu. Et puis, voilà, ça faisait des histoires à raconter aux gens que je rencontrais. Mais j'étais en mode, ouais, oui, j'étais host. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que non, ça pouvait me permettre d'expliquer des choses sur le Japon en utilisant ce vécu que j'avais. Et c'est toujours la vision que j'ai eue, et encore aujourd'hui, parfois les gens me disent, est-ce que tu montres pas trop ton intimité ou ce genre de choses? En réalité, mon point de vue sur la chose, c'est que je réfléchis toujours à qu'est-ce que mon expérience me permet de traiter comme sujet pour développer quelque chose, pour vulgariser le Japon, la culture japonaise, tout ça. Et s'il m'arrive quelque chose dans ma vie qui me permet de faire ça, par exemple la naissance de ma fille, alors oui, c'est vrai que parler de la naissance de son enfant et tout, ça se fait, tout le monde ne le fait pas, et je le comprends, c'est normal. Mais moi, derrière ce que j'en ai vu, je me suis dit, je suis marié à une femme française, on va avoir une petite fille française au Japon. On a déjà vu des gens qui ont un bébé qui est métissé, par exemple. Oui. Des gens mariés à une japonaise, un japonais, qui ont parlé de ça. Mais personne n'a jamais expliqué ce qui se passe quand on est deux étrangers avec un bébé. Et je me suis dit, mais c'est un sujet à traiter, puisqu'on ne le sait pas. Il y a une question, il y a une réponse à apporter à ça. Et en fait, quand tu regardes ma chaîne, ça n'a toujours été que ça. Ça a toujours été soit une expérience, soit une problématique qui me permet de développer un sujet sur le Japon. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je fais beaucoup, oui, je parle beaucoup de ma vie quotidienne, tout ça, mais parce que ça me permet de traiter des sujets qui sont intéressants, je trouve. Non, mais c'est vrai, en fait, tu as une problématique de base que tout le monde peut se poser n'importe quand. Demain, par exemple, quelqu'un va au Japon et en fait, tu apportes une réponse de ton point de vue à toi. C'est ça qui est bien, en fait. Tu le modélises un peu, enfin, tu le modélises, non, tu le montres vraiment dans ton quotidien à toi. Et c'est ça que je pense qui plaît beaucoup, du coup, un peu aux gens. Après, donc, la question que j'ai envie de te poser, c'est il y a beaucoup de gens qui veulent se rendre au Japon, mais beaucoup de gens ont des visions un peu idylliques. Concrètement, je pense que le Japon n'est pas forcément ce qu'on peut s'imaginer. Qu'est-ce que toi, tu conseillerais aux gens avant d'aller soit vivre, soit de faire un voyage, dans les deux cas par exemple? Déjà, de manière générale, ton problème, la question que tu me poses, ça mène à une autre problématique, c'est que le Japon, il a été très idéalisé pendant beaucoup d'années, parce qu'on a vu surtout les très bons côtés, ou les côtés qui étaient tellement différents qu'on y voyait quelque chose d'incroyable. Donc forcément, l'arrivée des animés en France, l'arrivée de la musique japonaise, ce genre de choses a fait qu'on a vu dans le Japon ce côté de liberté, ce côté des choses qu'on ne voyait pas dans notre culture à nous. Et forcément, ça a intéressé énormément de gens. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu le vrai boom Japon qui avait commencé, certes, dans les années 80, mais qui a vraiment explosé dans les années 2000. Et donc forcément, derrière, il y a eu une adoration du Japon qui, de mon point de vue, certes, elle était exagérée, mais je la comprends parce que j'en fais partie aussi. Je suis un amoureux du Japon encore aujourd'hui, même 15 ans après. Mais par contre, elle a amené aussi à ce qu'on balaye un petit peu les aspects qui peuvent être un peu plus noirs, parce qu'aucun pays n'est parfait, forcément. Oui. Et le problème, c'est que, comme tout événement, on va surmédiatiser et suradorer quelque chose, il arrive derrière le backlash, où les gens vont se dire « Ouais, mais c'est bon, le Japon, là, tout le monde dit que c'est le pays parfait. » Et on a voulu commencer à parler, enfin, des gens ont voulu commencer à montrer que le Japon n'était pas si parfait que ça. Et on arrivait dans le revers de la médaille où les gens ont commencé à déglinguer le Japon. Et limite, à le surdéglinguer en faisant limite un pays mais horrible, en disant
les Japonais, avec leur tatemae, c'est des menteurs, c'est des hypocrites, ils te crachent à la gueule, enfin ils te crachent derrière le dos, ils te sourient devant. C'est une société de fous, ils font que travailler, ils dorment dans leur bureau parce que leurs chefs, c'est des tortionnaires qui les font boire le soir. Enfin voilà, tout ce genre d'idées reçues, elles sont arrivées à ce moment-là. Et donc en fait, cette image du pays idéalisé, elle s'est écroulée dans les années 2010. Et les gens ont commencé à se dire, en fait, le Japon, c'est pas si bien que ça, en tout cas une partie des gens. Et là, on arrive dans les années 2020. Et je trouve que là, maintenant, notre travail, et en tout cas moi, je juge que mon travail, c'est celui-là, et je sais qu'il y a d'autres créateurs qui sont du même avis, notre travail maintenant, c'est de dire, on va utiliser maintenant l'esprit critique. Enfin, moi, je suis très esprit critique. Je suis très esprit critique, zététique de manière générale. Utilisons notre esprit critique et regardons les choses factuellement. Et essayons d'expliquer ce qu'est le Japon, mais le vrai Japon. Pas le Japon de je vais te montrer juste le point noir, pas le Japon de je vais te montrer juste ce qui est incroyable, le Japon de la vie de tous les jours, celui que vivent vraiment les Japonais et celui que vivent les gens qui viennent vivre au Japon. Et je pense vraiment qu'on a une responsabilité très forte du fait qu'on a une grande communauté de laisser les gens se faire leur propre avis sur ce qu'ils ont envie de penser, mais en leur donnant à la base les informations les plus factuelles possibles. Moi, mon but, c'est pas de dire aux gens aimer le Japon, c'est trop bien. Et c'est pas non plus de dire aux gens détester le Japon, c'est de la merde. Mon but, c'est de dire le Japon, il est comme ça. Si par rapport à vos idéaux, si par rapport à votre sensibilité propre, par rapport à vos idées politiques, peu importe, vous décidez de penser que les bons côtés du Japon, ils sont plus forts que les mauvais côtés, c'est votre choix. Si vous trouvez que les mauvais côtés du Japon, c'est beaucoup trop pour vous, vous ne l'acceptez pas, c'est votre choix, il n'y a aucun problème. Mais à la base, moi, je vais vous donner juste des choses factuelles. Ça, c'est mon travail aujourd'hui. Donc moi, ce que je dirais aux gens, c'est tout le monde, malheureusement, ne fait pas ce travail-là. Ce travail de modération, on va dire, de ses propres propos, d'éviter un petit peu les différents biais cognitifs qui vont te faire penser telle ou telle chose. Donc la meilleure chose à faire, c'est déjà de ne pas hésiter à remettre en question quand des gens vous disent des choses sur Internet, que ce soit sur le Japon ou sur autre chose. Toujours essayer de modérer les propos. Quand vous voyez quelqu'un qui va vraiment surévaluer le Japon, ne pas hésiter à se dire, bon, là, il est vraiment en plein kiff, mais voilà, il est en plein kiff. De la même manière qu'on peut être en plein kiff sur un truc et qu'au final, c'est très très bien, mais pas besoin d'aller non plus jusque-là. Et de la même manière, quand vous voyez quelque chose de très négatif sur le Japon, n'oubliez pas de resituer la chose en vous disant, est-ce que vraiment c'est aussi négatif que ça? Est-ce qu'il n'y en a pas un petit peu qui est rajouté? Parce que malheureusement, ça fait du buzz et donc souvent on en rajoute un peu. Et essayer de mettre ça dans un contexte propre. Bien de comprendre qu'il y a toujours un contexte derrière, un contexte culturel. Ne pas juger le Japon par son prisme culturel personnel aussi, c'est super important. Une culture différente, ça veut dire des mœurs différentes, ça veut dire des méthodes de pensée différentes. Et quelque chose qui serait inadmissible chez nous, c'est pas déconnant que ce soit admissible au Japon, parce que la culture est différente. Ça, il faut savoir l'accepter, c'est compliqué. Et de manière générale, juste rester un petit peu l'esprit libre et vous dire, je ne vais pas suridéaliser, je ne vais pas surdéfoncer le Japon, je vais juste le prendre pour ce qu'il est, pour ce qu'il a à m'offrir. Et à partir du moment où vous gardez cet esprit libre, je pense qu'en allant au Japon, c'est là où vous allez vraiment le découvrir sous sa meilleure forme en fait. Ouais. Et bien sûr qu'il y a des choses peut-être que vous allez dire, bon, ouais, mais c'est vrai que ça, c'est pas ouf au Japon. Et des trucs, vous allez trouver ça absolument dingue, plus que ce que n'importe qui pourra vous le dire sur Internet. Et je pense que ce sera la meilleure manière de le découvrir et de l'apprécier ou non. Voilà, après, c'est up on you. En fin de compte, c'est un peu comme un jeu vidéo, en fin de compte, un peu, si on peut dire. Tu peux pas juger forcément un test que tu vois sur Internet. Totalement. Il faut te faire ton propre avis. Ouais, Ils vont forcément, tu as des gens qui, en ce moment, ils vont faire des reviews de merde sur un jeu qui, au final, va être très bien. Alors qu'en fait, pour le Japon, c'est la même chose. Ils vont faire des commentaires de merde. Là, on a pu voir notamment, j'ai vu notamment en Corée maintenant. Il était en Corée, le gars. Il a fait des conneries au Japon. Ah, il a Somalie. il a fait des conneries du coup Il s'est en fait Corée. éclater la tête en Corée. Exploser le gars. Mais vraiment, là maintenant, les Coréens, ils sont moins gentils que les Japonais sur ce coup-là. Les Coréens, ils sont plus violents. Non, mais faut le dire. Hein. non, mais c'est vrai. C'est les Coréens, ils ont moins peur que les Japonais d'aller mettre une mandale à quelqu'un. Donc ouais, non, il s'est fait éclater, c'est sûr. Mais là, par exemple, et là, ça, c'était une méthode un peu de faire passer nous, par contre, étrangers, pas forcément nous tous, mais les étrangers qui viennent au Japon, presque pour des cons. Dire, parce que là, pour le coup, on va au Japon maintenant, ils vont se dire, il va nous faire des quoi comme lui, comme connerie. Mais c'est ça maintenant. Malheureusement, c'est un peu le cas. C'est que l'arrivée de Johnny Somali et des autres streamers en 2023, j'en avais fait une trilogie de vidéos tellement c'était un événement important de l'année. Malheureusement, ça a amené à ce qu'il y ait beaucoup d'endroits qui soient interdits en fait, même au smartphone. En fait, tu n'as plus le droit de filmer au smartphone à l'intérieur, tu n'as plus le droit de rien du tout. Et donc, pour nos métiers à nous, où notre but c'est de faire découvrir le Japon via l'image, c'est vrai que
quand tu arrives, tu dis bah tiens, j'ai envie de tester ce ramen qui a l'air excellemment bon pour le montrer à des gens, c'est un exemple. Et tu arrives, on te dit bah t'as pas le droit de le filmer. Ouais. Parce que tu as un gars derrière qui a fait une connerie et on ne sait pas. En fait, c'est ça qu'il faut voir aussi. Il ne faut pas non plus, encore une fois, surtaxer le Japon en mode ah, regardez, c'est devenu des tortionnaires qui interdisent tout. Non, c'est juste qu'ils se protègent. Et quand ils voient pendant des mois et des mois des gens qui viennent avec leur smartphone et qui foutent un bordel monstre, au bout d'un moment, ils ne savent pas en fait quand ils voient quelqu'un rentrer avec un smartphone, si c'est quelqu'un de gentil qui va juste filmer sa bouffe et voilà, ou si c'est quelqu'un qui va commencer à insulter des gens. Donc c'est normal en fait au bout d'un moment qu'il y ait une prise de position là-dessus, quoi. Ils se protègent, après en soi c'est légitime, je trouve. C'est ça. Mais c'est dommage pour les gens qui essaient de faire un contenu normal parce que ben, ils subissent un peu les répercussions de tout ça. Mais après, moi aujourd'hui, je le vois parfois, mais ce que je fais aujourd'hui, comme je sais qu'il y a eu un petit peu cette mauvaise image malheureusement qui est arrivée de ces gars-là, c'est que quand je filme, souvent on me pose la question de quand je filme dans la rue, de ces choses-là, je fais toujours attention à ne jamais déranger les gens. Et de manière générale, tu le ressens. Quand tu as des gens qui sont gênés d'être filmés ou quand tu as des gens qui ne savent pas trop, souvent en fait c'est très simple. Bon là j'ai pas ma caméra avec moi, mais je prends ma caméra, je montre et je fais juste un sourire. Bonjour, comme ça. Et juste je montre et je vois en fait la réaction. Si je vois que les gens ils sont hop, je filme pas. Et je prends pas la peine parce que je sais que ça sert à rien en fait et ça peut plus gêner la personne qu'autre chose. Quand je vois juste un sourire ou des gens qui font coucou, je me dis bon voilà, on est plutôt dans un mood où ça devrait passer et à ce moment-là je filme. Mais j'ai vraiment pris ce réflexe de toujours avant de dégainer, je montre juste qu'il y a une caméra, que les gens voient bien qu'il y a une caméra et je regarde juste si je suis dans un contexte où ça ne gêne personne. Et je pense que les gens maintenant, enfin moi c'est mon cas, mais je pense qu'il y a d'autres ça doit être pareil. Ouais, bah après c'est vrai que j'aime bien cette méthode de pensée parce qu'après, en fait, moi, je trouve que c'est un petit peu japonais, un petit peu de penser comme ça. Et c'est vrai que c'est bien. C'est un truc que j'apprécie énormément parce que tu n'obliges pas la personne en face. En fait, tu lui demandes son avis. Si elle te dit non, c'est une preuve de respect pour moi. Et ça, franchement, c'est le truc que le respect. Je pense qu'au Japon, quand tu es arrivé en France, là, peut-être dû te dire, Là, c'est compliqué le respect, mais des fois. Ouais, là-bas, c'est culturel vraiment. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai plus la phrase exacte, mais une phrase qui est très jolie, qui explique très bien en fait la distinction entre la mentalité française, que je ne dénigre pas, mais juste pour montrer la différence, la mentalité française et la mentalité japonaise, c'est que dans la mentalité française, en fait, alors, j'ai plus la phrase exacte, c'est dommage parce qu'elle est vraiment bien tournée, mais en gros, c'est par rapport au respect. Quand tu es français, tu souhaites que le respect, tu souhaites que les gens te respectent. Tu vois. Donc un Français va vouloir être respecté par les gens. Un Japonais va d'abord respecter les gens. Et le respect qui revient, il vient parce que tu en donnes un en amont. Donc en fait, c'est juste une balle qu'on lance et qui rebondit. C'est juste qu'en France, on attend avant même d'avoir lancé la balle. Et du coup, forcément, si toi, tu attends du respect de quelqu'un mais que tu n'en as pas donné en amont, et ben c'est là en fait où à un moment, il va y avoir un couac. Alors que bizarrement, quand tu commences par donner du respect, les gens en face, ils vont te le rendre beaucoup plus facilement. Et du coup, c'est ça en fait, la distinction entre la France et le Japon, c'est qu'on va toujours faire attention en fait à ne pas gêner les gens autour, à essayer d'être le plus respectueux possible. Et c'est à partir de là pas qu'on attend que le respect arrive envers nous, mais plutôt qu'on sait que naturellement, normalement, dans la société, ça va arriver très naturellement. Tu vois. Après, bien sûr que de temps en temps, tu vas tomber sur un con au Japon, ça existe. Bien sûr. Un mec qui va foutre le bordel dans le train, même au Japon, ça existe un japonais. Tu vois. Mais s'il y en a si peu, et si on peut autant dire que le Japon, c'est un pays qui est calme, où les gens sont respectueux, etc., c'est aussi parce qu'en amont, ils sont élevés dans une culture où on commence par respecter les gens. Et ça, c'est quelque chose avec lequel moi j'ai toujours été en accord, même quand j'étais déjà en France. Et c'est ça qui a fait que quand je suis arrivé au Japon, mais je me suis senti tellement bien en fait, tellement soulagé. À ma place totalement. Après, bon, maintenant je pense qu'on a bien fait toutes les questions, on a débordé un peu sur d'autres questions. Si tu avais un quartier à recommander, pas forcément Akihabara, parce que ça c'est le truc un peu bateau, Akihabara, tout le monde veut y aller. Alors moi jamais je recommanderais Akihabara parce que je trouve pas ça ouf, mais c'est mon avis personnel. Nickel. Ça que ça, je sais que. Pareil. Ça que ça, avant de tourner des vidéos, j'y étais allé une fois pour une émission de télé. Donc, Mais ouais, de ton avis à toi, si tu avais un quartier à recommander pour les gens touristes ou après même pas forcément touristes, même pas forcément très connus, qu'est-ce que tu recommanderais aux gens d'aller voir ou visiter? Question en vrai, alors, en fait, c'est une question qui est complexe dans le sens où ça dépend de la sensibilité de chacun. Chacun va avoir quelque chose qui va le faire vibrer plus qu'un autre, tu vois. Donc, recommander quelque chose, c'est recommander ce qui, moi, me fait vibrer. Après, peut-être que ça intéresse les gens de savoir ce qui, moi, me fait vibrer. Donc, c'est à cette question-là que je vais répondre. Et c'est important de le comprendre. Donc, c'est plus qu'un conseil que je vous donne, je vous explique un ressentiment. Le quartier de Shibuya, c'est le quartier dans lequel j'ai passé le plus de temps de toute ma vie. Quand j'étais en France, j'ai eu, je trouve, la chance d'avoir une maman qui avait la bougeotte.
qui aimait bien déménager. J'ai passé ma vie à déménager. Donc j'ai habité dans le nord, j'habitais dans le sud, j'habitais du côté de la Bretagne, j'habitais en Midi-Pyrénées. J'ai fait le tour de la France toute ma vie jusqu'à déménager à Tokyo. Ouais. Et une fois à Tokyo, j'ai déménagé 10 fois, j'ai fait le tour de Tokyo, j'habitais un peu partout. Donc j'adore bouger. Mais quand tu regardes, dans toutes les villes que j'ai fait en France, comme je déménageais extrêmement souvent, je ne suis jamais resté plus d'1 an, max, allez, 1 an et demi, 2 ans dans une ville. Ce qui fait qu'il n'y a aucune ville en France que je connais aussi bien que Tokyo. Et Shibuya en particulier, parce que Shibuya, c'est là où j'ai passé le plus de temps depuis mes presque 15 dernières années au Japon. Ce qui fait que Shibuya, aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment l'endroit où je me suis construit. C'est l'endroit où j'ai le plus d'amis, où j'ai le plus de repères, où je me sens le plus chez moi sur la surface du globe, tu vois. C'est très particulier. Et alors Shibuya, vous allez me dire, oh, allez, on a vu ça dans tous les guides touristiques et tout. Le crossing, là. Il y a Shibuya et il y a Shibuya. Là, le conseil que je vais vous donner, et là vraiment c'est le retournement, on est dans un film de Shyamalan, là je vous jure, c'est que je vous conseille Shibuya, mais pas Shibuya. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on appelle des quartiers, ce que les Français appellent des quartiers, ce ne sont pas des quartiers, ce sont des villes. Shibuya n'est pas un quartier, Shibuya est une ville au sein de Tokyo. Tokyo, c'est, si vous voulez, plein de villes qui sont regroupées ensemble, dans une mégalopole qui est Tokyo. Ce qui fait que dans Shibuya, qui est une ville, il y a un quartier par contre qui est vraiment mon quartier préféré, c'est un quartier qui s'appelle Jinnan. Donc Jinnan, donc en romaji tu l'écrirais J-I-N-N-A-N, voilà, Jinnan, qui signifie le dieu du sud. Et c'est un quartier que personne ne connaît parce que les gens quand ils vont à Shibuya, ils vont voir le carrefour, ils vont faire un petit peu le tour, ils vont aller à Sentargai, donc le centre-ville, là où tu as les bâtiments les plus connus, tout ça, ils vont s'arrêter là. Donc tu as vraiment un cercle qui est le cercle touristique de Shibuya où tout le monde va. Et tu as une barrière, mais vraiment elle est flagrante. C'est-à-dire que tu as d'un côté de la rue, tu as des tonnes de gens et de l'autre côté, il n'y a plus personne. Et en fait, c'est un quartier qui est un peu plus dans les hauteurs. Tu montes du côté pour les gens qui se repèrent, du côté du Apple Store de Shibuya, du côté du Parco aussi. Donc tu as le Parco, tu as le Apple Store qui est là. Et en fait, le quartier à partir de là, c'est le quartier de Jinnan. Et dedans, il y a des petits cafés incroyables, des petits restaurants, mais des petites pépites. Il y a plein de magasins de fringues où jamais personne ne va, par les gens qui connaissent, mais qui sont vraiment incroyables. Tu as des fripes, tu as des… Et cet endroit, c'est tellement une petite bulle où il y a très peu de gens. Tu es à Shibuya et tu n'as pas l'impression d'être à Shibuya, tu es vraiment dans un petit endroit ultra calme. Et je vous conseille vraiment juste d'essayer d'aller jeter un œil là-bas. Il y a un café que j'adore qui s'appelle le Blue Bottle. Alors c'est une marque déposée, hein, il y en a plusieurs de Blue Bottle. Mais le Blue Bottle du coup de Jinnan, il est vraiment super sympa. Il est sur 2 étages devant un petit parc et tout. Tu peux te poser en extérieur. Souvent il y a des petits marchés devant. Donc des marchés en extérieur, des fois c'est des marchés aux puces, des fois tu as des petites comme des baraques à frites mais qui vendent de la bouffe japonaise. Du coup des fois ils viennent te faire des pariyaki, des taiyaki, des okonomiyaki, des trucs et tout. Et c'est incroyable et j'ai une passion folle pour ce quartier. Et en plus de ça, c'est un quartier qui est aussi assez marqué par la communauté underground. Donc si jamais vous aimez bien un petit peu tout, ce qui est commun underground, que ce soit dans le hip-hop, que ce soit dans le rock, le punk, le metal, etc. C'est dans ce quartier-là aussi que ce genre de groupe se rassemble souvent. Et donc voilà, c'est vraiment mon quartier de cœur. C'est certainement l'endroit que je préfère dans le monde entier. Et si vous avez l'occasion de passer à Shibuya, vraiment, même une petite après-midi, allez à Jinnan découvrir ça. Voilà. Bon, bah écoute, je pense qu'on a bien papoté là. Bah, je te remercie en tout cas. Avec grand plaisir, merci beaucoup pour l'invitation. Bah, merci à toi, surtout de nous avoir accordé du temps. Et bah, surtout, après voilà, abonnez-vous, likez et allez voir la chaîne de Mitsu. Franchement, merci je vous mettrai beaucoup. le lien, tout. Et abonnez-vous à sa chaîne si ce n'est pas fait. Et à sa chaîne je aussi, vous vois, si là, c'est pas fait. Hein. Je vous vois les gens où le bouton abonnement il n'est pas encore Voilà. appuyé. Il est juste là, donc vous abonnez à sa chaîne si vous Tu cliques. Hein. Et bien sur ce, après moi les amis, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Ciao, bye bye. Bye bye.